C'est l'heure à présent du focus du jour et on prend la direction de Porto Rico. Tout comme de nombreux pays du continent américain, l'île est touchée par le virus Zika. La maladie peut se contracter par une piqûre de moustique ou être transmise par voie sexuelle. Les autorités tentent d'enrayer l'épidémie naissante, mais l'inquiétude est grandissante chez les femmes enceintes car le virus est impliqué dans des cas de microcéphalie chez le nouveau-né, une boîte crânienne petite et disproportionnée par rapport au reste du corps, ce qui à terme devrait entraîner de graves problèmes de développement. Gallagher Fenwick et Philip Crowther sont notamment allés à la rencontre de l'une des premières femmes enceintes à avoir été diagnostiquées avec le Zika. Regardez. Découvrir la présence du Zika dans son corps en pleine grossesse, c'est ce qui est arrivé à cette habitante de l'Est de Porto Rico. Sulimaris Paredes a été piquée par un moustique porteur du virus. Elle accepte de nous parler de sa condition parce qu'elle veut que les habitants de son île comprennent que le risque est réel. Ça n'est pas une fiction, c'est un fait. Et en tant que mère, nous traversons une période très angoissante. Nous ne savons pas ce qui va arriver à nos bébés. Il faut faire de la prévention. L'angoisse de Sulimaris est celle de toutes les femmes enceintes touchées par le Zika. Si la maladie atteint le fœtus, cela pourrait entraîner des complications, notamment dans la croissance du cerveau du bébé. En réalité, que voulez-vous que je vous dise? Bien sûr que c'est très difficile de vivre avec cette incertitude, de ne pas savoir si mon enfant sera contaminé ou non. Mais j'ai la chance d'avoir le soutien des médecins qui me suivent et des professionnels qui travaillent sur mon cas, donc je me sens plutôt bien malgré les circonstances. Sulimaris nous dit que pour l'instant, le développement de son bébé est normal, mais elle enchaîne les consultations dans un service spécialisé dans les grossesses à risque. Son médecin affirme avoir vu un tiers des 150 cas connus sur l'île. Il nous montre un des exemples qui l'inquiète. Le cerveau ne croît pas bien. Si vous n'avez jamais vu un sonogramme, ça ne paraît pas si dramatique, mais en réalité c'est très grave. C'est vraiment sévère. Le docteur De La Vega est persuadé que Porto Rico est au bord d'une épidémie qui pourrait affecter jusqu'à 20% de la population locale dans un futur proche. Si on prend ce chiffre de 20% et qu'on l'applique aux femmes enceintes, alors on parle de 7 à 8 000 femmes enceintes contaminées chaque année sur le total des 35 à 40 000 grossesses annuelles à Porto Rico. Touché par une crise financière grave, le gouvernement met à l'œuvre des moyens qui paraissent plutôt rudimentaires pour lutter contre la prolifération des moustiques. Ça, c'est une partie de la lutte contre Zika. On fait de la fumigation dans cet entrepôt de pneus et aussi dans les rues. Outre ces efforts de désinfection, les centres de planification familiale ont commencé une campagne de prévention. Elle vise essentiellement à informer les portoricains que le Zika se transmet également par voie sexuelle. Nous avons des préservatifs à la vente, mais également certains qui sont réservés à la distribution gratuite, mise à disposition par le ministère de la Santé. Voici ceux qui seront distribués. D'habitude, nous en avons d'autres, notamment de marques connues, et que les gens nous demandent souvent. Sur une île à majorité catholique et conservatrice, il n'est pas toujours facile de faire de l'éducation sexuelle. Les efforts de prévention face au Zika démarrent à peine et ils s'avèrent être totalement nécessaires. Les études scientifiques ont démontré que le virus peut être transmis par l'homme par le biais de sa semence. Cela veut dire qu'un homme contaminé par le Zika peut le transmettre à sa partenaire. C'est pour cela que nous suggérons d'utiliser des préservatifs. Vous ne le saviez pas ? Non, pas vraiment. Je n'avais pas toutes ces informations. Face à la gravité de la situation, l'Organisation mondiale de la santé recommande désormais aux femmes dans les zones contaminées de remettre à plus tard leurs éventuels projets de grossesse.
Bien, on en parle avec Yann Cédric Hansen. Bonjour, vous êtes médecin coordonnateur au centre hospitalier de Passy-sur-Eure. On le voit, la situation est inquiétante à Porto Rico. Est-ce que, selon vous, la situation reste tout de même sous contrôle ? Alors, il est difficile de parler à la place des autorités sanitaires de Porto Rico. On sait qu'ils sont dans une crise économique majeure qui désorganise totalement, et vous l'avez expliqué sur votre antenne antérieurement, l'ensemble de leur capacité de réponse. Les éléments qui ne coûtent pas cher et qui sont fondamentaux, et pour toute personne qui nous écoute, c'est lutter contre les flaques d'eau pour empêcher la prolifération des larves d'insectes. Ça, c'est pas de la médecine, c'est ce que chacun peut faire. Et ça n'a pas de prix ou ça ne coûte rien et ça n'a pas de prix dans l'efficacité. Après, il y a le nombre de personnes contaminées. Il y a aussi le nombre de personnes qui vont développer la maladie. La plupart, 80% des gens ne développent aucun symptôme. Ça devient totalement transparent, à part éventuellement un vague syndrome grippal. Donc, c'est déjà une maladie qui est moins parlante qu'elle ne diffuse. Et ensuite, parmi les personnes qui développent une pathologie, c'est-à-dire un syndrome grippal notable et assez intense, seule une infime partie va développer un problème pour la microcéphalie ou un syndrome neurologique comme le syndrome de Guillain-Barré. Alors justement, on vient de voir ces femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes qui sont porteuses du virus le transmettent automatiquement à leur bébé ? Alors en fait, il y a ce qu'on appelle la barrière hématoplacentaire, c'est-à-dire que vous avez le placenta qui est un filtre entre la maman et le fœtus, qui ne laisse pas nécessairement passer tout. Au contraire, son rôle, c'est d'empêcher, il a un système immunitaire propre pour empêcher des passages. Donc, en fait, sur les 7000, puisque mon confrère a parlé de 7000 femmes enceintes contaminées potentielles, si on se base sur les chiffres des Caraïbes françaises de contamination, on aurait environ 700 femmes enceintes qui pourraient avoir un cas de microcéphalie. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour connaître les conséquences sur le développement de ces enfants qui ont une microcéphalie ? C'est le gros problème de la microcéphalie. La microcéphalie, c'est une constatation anatomique, mais des tas de gens vivent avec une microcéphalie non donnée par le Zika et ils ont une vie normale. C'est souvent le retard intellectuel, parce que c'est ça qui fait le plus peur. Le retard intellectuel est souvent multifactoriel. Et très souvent, la microcéphalie, elle est associée à des problématiques alimentaires ou économiques d'accès aux soins. Donc dès lors qu'une femme est à risque de microcéphalie pour son enfant, pour son fœtus, le fait qu'elle soit accompagnée, surveillée, qu'on vérifie sa diète, qu'on vérifie comment elle mange, et que l'enfant sera suivi par la suite par l'équivalent d'une PMI, parce que ça existe à Porto Rico, va diminuer tous les facteurs environnementaux qui vont contribuer. On parle plutôt en fait d'une fragilité par rapport à le fait d'avoir une microcéphalie. On est plus susceptible d'avoir un retard intellectuel, mais on n'est pas nécessairement condamné à un retard intellectuel. Il y a eu aussi, pardonnez-moi, des décès d'adultes infectés par le virus Zika. Est-ce que c'est lié directement à l'infection du virus ou est-ce que ça peut être lié à autre chose ? Alors, toute infection virale peut entraîner, en fonction des compétences, je dirais, immunologiques, c'est-à-dire la capacité à lutter contre un virus de chaque individu, peut entraîner soit par exemple une encéphalite, c'est-à-dire une infection du cerveau qui peut en elle-même être fatale, ou une hépatite, c'est-à-dire une infection du foie qui peut en elle-même être fatale. C'est une question de réaction du corps face à l'agression de virus. Alors, il y a des virus, le virus Zika fait partie d'une famille que l'on connaît avoir une certaine appétence, une certaine propension à développer des maladies au niveau du cerveau ou du foie, par exemple. Donc en soi, ça peut tuer. La cause la plus préoccupante, c'est le Guillain-Barré, qui est 5 fois plus fréquent que la microcéphalie et qui va entraîner une paralysie respiratoire. Et pour le coup, si on n'a pas des machines pour aider les gens à respirer pendant la phase aiguë, est létale.
On le voit, hein, l'épidémie touche le continent américain, notamment et tout particulièrement le Brésil. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de maintenir les Jeux Olympiques et qui vont se tenir au mois d'août et qui vont attirer de nombreux touristes? Alors, je vais avoir un point de vue qui est différent de celui de mes confrères experts de l'OMS. Ils disent et ils écrivent que la quantité de personnes ne changera rien à la transmission. Là-dessus, j'ai un autre point de vue. Le fait qu'il y ait une promiscuité très importante. On sait aussi que les Jeux Olympiques, comme tout rassemblement de personnes, sont très propices à des échanges intimes entre les personnes présentes et les visiteurs. Et donc, il y a une contamination qui semble maintenant bien avérée sexuelle. Donc, il y a un risque de dissémination bien plus important du virus Zika dans l'ensemble du monde par l'ensemble des gens qui vont se converger sur le Brésil. Il y a quelque chose quand même à prendre en compte qui modère. Là-dessus, je rejoins mes confrères de l'OMS. C'est que ça se passera à un moment où l'activité du vecteur, hein, si on n'est pas piqué par le moustique, on a moins de chances. La transmission sexuelle est moins performante et moins risquée que la transmission du moustique. Très rapidement, s'il vous plaît, ma dernière question. On parle des premiers essais plutôt concluants sur les souris. Des essais sur les hommes devraient avoir lieu à l'automne. Est-ce qu'il faut être optimiste? Alors en fait, on va obtenir, comme c'est une maladie bénigne ou en tout cas surtout silencieuse dans la plupart des cas, on va obtenir très rapidement, dans les 6 à 9 mois, une immunité de la population qui sera naturellement immunisée, puisqu'une fois que vous avez fait la maladie une fois, vous ne la referez pas. Donc si vous n'êtes pas enceinte et que vous contractez Zika, si dans plusieurs mois vous devenez enceinte, vous n'avez plus de risque. Voyez ? Et donc, je pense que le vaccin risque d'arriver un peu tard par rapport à une immunité. Pour les parties qui ne sont pas encore envahies par Zika, ça pourra être intéressant pour protéger en amont la population à risque. Merci Yann-Cédric Hansen, merci pour vos explications. Voilà, on marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal. À tout de suite.